Strasbourg et d'ailleurs, les résidents étrangers ont la parole. De Strasbourg et d'ailleurs, actualité, culture, société, sur RBS 91.9. Bonjour Strasbourg, bienvenue à nos auditeurs et nos auditrices. C'est l'heure de notre émission de Strasbourg et d'ailleurs. Vous êtes bien sûr RBS 91.9. Pour m'accompagner aujourd'hui, Aïcha au micro. Bonjour Aïcha. Bonjour Déborah, au micro et à la technique, Eric. Salut Eric. Voilà, bonjour Déborah, bonjour Aïcha, petit problème de micro. Bonjour Strasbourg, tout le monde et tout l'univers. Alors, de quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui ? Eh bien, aujourd'hui, nous allons parler d'un événement que nous allons inaugurer à Strasbourg le 9 mai, au musée alsacien, le Babelstube. Et oui, vous l'ignorez peut-être, chers auditeurs et auditrices, mais ça fait déjà un an, qu'est-ce que je raconte ? Ça fait depuis longtemps, je pensais à un an dans ma tête, qu'au Conseil des résidents étrangers et des résidentes étrangères, nous entendons parler de ce projet. Du projet qui a mis du temps à être monté, mais qui est riche en promesses et en dépaysement. C'est un projet qui émane à la fois de la commission culture du CRE et des responsables du musée alsacien. Eric. Alors, en effet, le projet a demandé du temps et du travail. Mais il y a de vraies raisons à cela. C'est parce qu'on ne vous propose pas moins qu'un tour du monde en gardant les pieds au sec. Comme tout le monde le sait, en Alsace, le Stub est une institution au moins aussi importante que le Stammtisch. Mais me direz-vous, c'est quoi un Stub ? Eh bien, devant cette sollicitation tout à fait unanime, et c'est normal puisque je suis le seul à accaparer le micro, à faire les questions et les réponses, donc c'est normal, c'est unanime avec moi-même, je vais vous faire une réponse simple. Le Stub, c'est traditionnellement une pièce dans les maisons alsaciennes, celle où tout le monde s'installe en hiver puisque c'est la seule que l'on chauffe vraiment pour économiser le bois. Mais alors, qu'est-ce qui se passe dans cette pièce ? Une chose miraculeuse. Tout le monde se retrouve et partage des moments de convivialité. Des petits-enfants à la mamie ou au papy. Pardon, ici on dit oma ou opa. Toute la famille va qu'à ses occupations dans cet espace. Et comme il n'y avait pas de téléphone portable, d'internet ou quoi que ce soit qui permette le luxe d'être avec quelqu'un sans lui adresser la parole, on ne laisse pas la oma radoter dans son coin. Ou le opa, parce qu'il y a aussi des choses à dire qu'au de faire d'amis. On l'écoute, on discute, on se raconte des histoires, on se fait aussi des histoires. Mais ça c'est notre affaire. Alors on peut entendre Oma qui nous raconte comment c'était mieux avant, Opa râler parce que le minster n'est pas assez fait, papa et maman qui se disputent un peu à propos de la schmeerwurst qu'on ne retrouve plus, et le petit Hans qui pète dans son coin parce qu'il a fini en douce le reste de la choucroute de la veille. Parce que même si le chou c'est bon, le reste on sait comment cette histoire se termine. Si vous avez besoin que l'on explique quelques-uns des mots de patois utilisés, c'est le moment de le demander. Voilà, bon. En tout cas, cette promiscuité dans une époque non smartphonique permet au moins une chose, c'est de se rencontrer et de se connaître vraiment. Et c'est, je crois, le rôle que doit remplir le Stub de Babel. Vous savez, ce mythe biblique où tous les peuples sont rassemblés et travaillent ensemble en rassemblant toutes les cultures et puisque connaître l'autre, c'est sans doute le seul moyen pour qu'on n'en ait plus peur et qu'on ne stigmatise plus. Enfin, c'est ce que je suppose. C'est pour nous faire découvrir ce résultat de leur travail que nous avons demandé à nos invités de venir au studio de RBS. Alors, à l'Alsacienne, je vous souhaite bien le bonjour. Et je vais tout de suite vous proposer la première question. Est-ce que vous pouvez vous présenter à nos auditeurs et nos auditrices ? Bonjour, je suis Marie Potcher, je suis la directrice du musée alsacien. Bonjour. C'est Jie Zhong. Je viens de l'association Fanchine d'Alsace. Notre association fait partie de la Caresse. Bonjour, je m'appelle Oliveri Francesca et je participe à différentes rencontres avec les conseils des résidents étrangers et donc je travaillais avec les projets de Babelstube. En dehors des Domheit que Eric nous raconte, pouvez-vous nous décrire ce qu'est le Babelstube ? Alors, Babelstube, donc le titre vient de l'association de deux mots, Babel, la tour de Babel, comme le disait Eric, et Stub, la Stube, qu'évoquait Eric également, qui est cette pièce où l'on vit, mais également la pièce où l'on reçoit traditionnellement en Alsace, donc celle où on échange au sein d'une maison et également avec les invités, les personnes de passage. Et on trouvait que l'association de ces deux mots, finalement,
résumait bien ce qu'on souhaitait dire avec cette exposition. Alors cette exposition, en 2 mots, c'est une exposition participative puisque nous travaillons depuis effectivement je crois à peu près 15 mois aujourd'hui avec le groupe culture du Conseil des résidents étrangers de Strasbourg pour proposer un parcours dans le musée alsacien où les cultures du monde qui sont incarnées par les membres participant à ce projet dialogue avec les collections du musée alsacien. Et ce dialogue, il se fait non pas de manière, scientifique, experte, mais avant tout humaine, sensible, sous forme de témoignages, de regards, d'étonnements, de souvenirs. Combien de cultures sont représentées dans cette exposition et quelles cultures ? Alors, il y a 11 cultures, je crois, au total, qui sont représentées. Chacune, donc, qui est incarnée, même si le mot est un peu fort, par chacun des représentants, puisque l'idée était que chaque membre vienne avec sa culture et porte son regard en toute subjectivité, à la fois sur sa culture et sur la culture alsacienne. Mais s'ajoute en plus un certain nombre d'autres cultures, puisque nous avons également associé à ce projet des personnes en plus du groupe culture des conseils résidents étrangers, notamment des personnes qui sont en cours de français langue intégration au centre socioculturel Joie et Santé à Königshofen, et également des mineurs isolés qui sont accueillis donc actuellement par l'association Oberholz. Donc ce qui, en plus des 11 cultures incarnées par le conseil des résidents étrangers, ajoute encore 5 autres cultures. Donc, du coup, vous avez travaillé avec des membres et des sympathisants et des sympathisantes du Conseil des résidents étrangers, des bénévoles qui ne sont pas a priori formés pour mettre une exposition en valeur. Quels étaient les obstacles qu'il a fallu surmonter et dépasser avant de commencer à réfléchir à ce travail ? Alors, des obstacles... le terme, je pense, serait un peu fort. Enfin, moi, d'abord, ce que je souhaitais saluer et partager, c'est vraiment l'enthousiasme de ce groupe, son côté très chaleureux, très enthousiaste, très ouvert. Quand on a présenté ce projet il y a maintenant bientôt 18 mois au groupe Culture, c'était l'hiver 2017, on a vraiment senti une envie de participer et donc on en était très heureux. Donc voilà, je pense que j'ai pas l'impression, mais peut-être que Jie et Francesca me contrediront, qu'il y ait eu véritablement d'obstacles. Après, je pense qu'il a fallu bien apprendre à se connaître, à savoir comment nous fonctionnions les uns et les autres, puisqu'évidemment c'est une participation pour les membres du CRE, une participation bénévole. Un grand nombre d'entre eux ont des activités, souvent plein d'activités à côté, professionnelles ou autres. Donc effectivement, ça a été un investissement vraiment important de leur part, souvent le soir, le week-end, le samedi matin. Voilà, quand on a un emploi du temps bien chargé, ça n'est pas toujours évident. Je pense, mais je pense qu'ils en témoigneront aussi. C'était aussi pour eux découvrir comment on monte une exposition, comment cela se prépare, avec quelquefois peut-être certaines lourdeurs ou certaines complications qu'on n'imagine pas forcément quand on n'est pas dedans ou quand on n'est pas du métier. Justement, vous pouvez nous dire comment se sont passées les premières rencontres avec les membres du CRE ? Oui, en fait, avant je parlais de ma participation à ce programme. Je voulais dire, en fait, j'ai déjà participé, notre association France Chine d'Alsace a déjà participé à peu près le même type de programme. Ça a été organisé par le musée d'art moderne et contemporain en 2017, je pense. En fait, c'était à peu près le même principe. C'est pour montrer... en fait, le sujet, c'était le laboratoire Europe à Strasbourg. Pendant 1800... Je pense que c'est fin 20e siècle, au début fin 19e siècle, début 20e siècle, pendant la transition allemand-français, il y a beaucoup d'histoires et apparemment, en fait, le musée de l'art moderne contemporain, il voulait attirer plus de gens de étrangers pour participer et visiter cette exposition. Donc, il y a plusieurs personnes d'origine pays étrangers sont invitées pour faire comme un ambassadeur
ambassadeur de ce programme. Donc moi je représente la Chine, donc j'ai fait la traduction de français au chinois pour de visite chinois. Et Francesca, elle est italienne, donc elle a fait la traduction de français à italien pour de visite italien. Donc c'est pour voir la culture locale, mais par l'ambassadeur comme des étrangers comme nous. Voilà, donc cette année, on a eu aussi nouveau de honneur d'être invité par le musée alsacien pour participer à ce programme de Babelstube. Voilà, en fait, effectivement, je pense que c'est aussi une occasion que nous pouvons promouvoir la tradition et la culture alsacienne, en même temps montrer notre propre identité et notre propre culture. Et c'est pourquoi j'ai eu un grand plaisir de y participer. Mais pour la rencontre, en fait, c'est tout naturellement parce qu'il y a CRU qui fait des choses souvent avec la vie de Strasbourg, et c'est eux ils ont pris le contact, et notre association fait partie de la Caresse, et la Caresse c'est aussi il participe aussi des activités de CRU. Donc c'est comme ça on est sollicité et on a participé plusieurs fois à la réunion pour la préparation, tout ça, et chaque fois c'était un grand plaisir de le faire. Et Francesca, comment? Oui, moi je peux rajouter juste que je trouvais que c'était ému, très ému, et le fait qu'on s'est rencontrés, on a pu penser à quand on était jeunes, et comment on passait les fêtes en famille, et chacun de nous, il a pu dire voilà sa manière de voir les choses, et dans une ouverture, dans une tolérance, dans une acceptation de l'autre qui nous a permis de travailler ensemble le temps que c'était à disposition. Et clairement, je peux aussi remercier beaucoup Marie Poticher parce qu'elle était toujours présente, toujours disponible à notre changement d'horaire, au dernier moment, de pouvoir nous venir à rencontrer dans des choses, dans des activités. Elle a vraiment beaucoup des idées. Il nous a montré vraiment les idées du musée. Aussi avec le conservatoire, on a pu travailler bien. Des enfants, ils ont pu chanter des chansons, des berceuses très connues pour chaque culture. Et Sanseron va présenter pour les cas de l'inauguration et tout au long des jours qui l'exposition s'étalera au musée alsacien. Quelles ont été les premières étapes de votre travail et comment avez-vous décidé des cultures qui seront exposées? En fait, je me souviens encore pour la première fois, on a fait la réunion avec le musée alsacien. Je pense honnêtement, Marie Poticher, au début, vous n'avez pas encore vraiment une idée concrète. C'est ce qu'on a senti. Mais Madame Marie Poticher, elle a très envie de travailler avec tous ces gens qui sont une culture différente. Donc elle a envisagé un programme. Donc on a fait plusieurs réunions pour discuter, pour trouver un sujet qui pouvait intéresser de chaque partie du musée, de nous, et voilà. Et finalement, on a envisagé, on a pensé de cuisine, on a pensé de contes, de costumes, mais finalement on a trouvé quand même une sujet, ça veut dire on va ramasser tous ces différents objets, différentes choses, on va tout mettre dans le musée alsacien et on a donné un nom, il s'appelle finalement c'est de Babel. Oui, parce qu'au début, on ne savait pas vraiment le nom qu'on va utiliser pour ce programme. Donc, Musée alsacien, ils ont fait un sondage et il nous a proposé plusieurs possibilités. Et finalement, on a convenu d'utiliser ce nom pour ce programme. Donc voilà, et puis petit à petit, on a parlé de présentation de différents costumes dans le musée, d'objets comme des théiers ou d'instruments. Et après, il y a aussi des contes.
de contes de différentes cultures, différentes nationalités, et aussi des perçuses de différentes cultures. Donc voilà, c'est au petit à petit, finalement, on a trouvé cette programme très concrète et complète. Effectivement, merci Jay. Et effectivement, c'était aussi véritablement le principe de l'exposition, et c'est en ça, je pense qu'elle est assez novatrice. C'est-à-dire que on a voulu que ce ne soit pas le musée alsacien qui conçoive une exposition et que les participants et membres du CRE et les autres viennent compléter ces éléments ou viennent les mettre. L'idée, c'était vraiment qu'on construise tout ensemble depuis le début. C'est pour ça qu'effectivement, on est venu avec voilà, nous on dit voilà, nous ce qu'on aimerait, c'est mettre en regard les objets du musée alsacien, parce qu'aujourd'hui le musée alsacien, il parle de quoi? Il parle de la manière dont on habite, dont on mange, dont on s'habille, voilà, dont on est, dont on meurt. C'est quelque chose qui est complètement universel. Enfin voilà, ça parle à chacun. Et en même temps, on s'est dit, mais de la manière dont on vit en Alsace, c'est un résultat de métissage. On a peut-être quelquefois tendance, sans trop réfléchir, à penser la culture alsacienne ou comme la culture bretonne ou la culture basque, andalouse ou je ne sais quoi, comme étant quelque chose de figé, de défini. Voilà, c'est comme ça, on en a une image, quelquefois un peu caricaturale, et tout ce qui en sort, eh bien non, ça n'est pas alsacien. Ça n'est pas comme ça que ça se passe, en Alsace ni ailleurs, mais peut-être encore moins en Alsace qu'ailleurs. On est une région de passage, et toute culture s'enrichit d'apports extérieurs. C'est le cas aujourd'hui, c'était le cas il y a un siècle, c'était le cas il y a 1000 ans, et ça sera le cas dans 1000 ans. Une culture qui ne s'ouvre pas à l'extérieur, eh bien, c'est une culture qui va mourir. Donc, l'idée de Babelstube, c'était de montrer effectivement que certaines choses qu'on va croire spécifiquement alsaciennes ou alsaciennes depuis toujours, eh bien non, ça vient quelquefois d'ailleurs. Ou au contraire, oui, c'est là depuis très très longtemps en Alsace, mais on retrouve des choses tout à fait similaires à l'autre bout du monde. Et c'est véritablement, voilà, ça c'était un peu le projet de départ. Mais après, effectivement, comme le disait Jay, trouver les thèmes, choisir quels objets, ce qu'on allait dire de ces objets, à la fois les objets du musée alsacien et les objets qui ont été apportés pour être mis en regard. Eh bien, tout ça, ça s'est construit ensemble parce que nous ne souhaitions pas au musée dire voilà, il va falloir dire ça. Non, voilà, on souhaitait vraiment que ce soit les personnes, les représentants de chaque culture qui viennent porter leur regard à la fois sur les objets du musée et à la fois sur les objets qu'ils apportaient. Oui, parce qu'il paraît que les Alsaciens étaient de grands voyageurs. J'ai vu une tante qui avait fait une enquête et apparemment, au 19e siècle, les deux grandes régions qui avaient fourni le plus de marins, c'était la Bretagne et l'Alsace. Oui. Apparemment. Oui, non, tout à fait. Il y a effectivement une tradition très ancienne, à la fois dans les mers, mais par exemple, on sait qu'au moment de la colonisation de l'Algérie, dans la première moitié du 19e siècle et dans les années 1840-1860, beaucoup d'Alsaciens sont partis s'installer. Alors après, il y a effectivement eu après 1871, voilà, un certain nombre d'événements qui ont plus accéléré par moment ces mouvements. Donc effectivement, les Alsaciens sont de grands voyageurs et inversement, l'Alsace, eh bien, et dans ce qu'on appelle le couloir rhéno-rhodanien, Rhin-Rhône, donc il y a vraiment un couloir de passage nord-sud, et elle est aussi eh bien à la limite entre ce qu'on appelle l'Europe occidentale et l'Europe centrale, et donc également beaucoup de passages est-ouest. Donc c'est vraiment l'Alsace, c'est un carrefour, ça n'est absolument pas un espace fermé. Donc également aussi pour des personnes qui viennent, traversent l'Alsace et quelquefois s'y arrêtent et s'y installent. Oui. C'est pourquoi Strasbourg, c'est aussi le capitale de l'Europe. Je pense que c'est ça, c'est une région très importante. Et moi, je voulais aussi dire une chose, c'est parce que moi, c'est le président de l'association Fanchine d'Alsace. Et des fois, j'ai eu mal de présenter notre culture chinoise aux visiteurs, aux gens dans la communauté française. Et là, moi, je trouve que c'est une très bonne opportunité pour notre association. Par ce programme, les gens, ils pouvaient apprendre et connaître notre culture chinoise avec la comparaison d'objets alsaciens et les chinois. Et cette fois-ci, moi, je participe deux programmes. Le premier, c'est j'ai présenté une théière chinoise
j'ai acheté un théier chinois en Chine et je l'ai apporté pour le musée Association pour ce programme. En fait, c'est un théier qui est fabriqué en porcelaine, plutôt en terre cuite. Donc, effectivement, dans le musée Association, il y a aussi des objets en terre cuite. Donc, du coup, les gens, quand ils font la visite, ils voient, il y a des objets alsaciens traditionnels faits en terre cuite. En même temps, moi, je serai là présenter la théier chinoise aussi en terre cuite. Donc, du coup, vous voyez, deux différentes cultures tellement éloignées, mais finalement, il y a aussi des objets qui sont fabriqués avec le même matériel. Donc, il y a des choses en commun et similaires. C'est ça qui est intéressant. Donc, du coup, la culture, comme la Chine, la culture asiatique, c'est plus loin. C'est tout à fait nouveau, proche de la culture locale alsacienne. Donc, ça, c'est super intéressant. Et le deuxième programme, c'est le groupe de contes. Voilà, parce que le conte, quand on est petit, même si on est grand, on écoute souvent le conte, la légende. Et voilà, et donc c'est pourquoi on a enregistré le conte de chaque culture. Moi, j'ai enregistré le conte chinois. Voilà. Il y a d'autres personnes, il y a Patricia, elle est mexicaine, donc elle a enregistré le conte mexicain. Donc les gens, ils pouvaient écouter dans la musique en visitant, ils pouvaient écouter le conte. Ils pouvaient écouter, ils pouvaient connaître le conte de chaque différente culture. Émergeant dans l'environnement alsacien, dans le Stub. Moi, je trouve c'est incroyable, c'est super intéressant. Mais vous étiez déjà passé à la radio il y a un peu plus d'un an sur les contes. Oui, on tout vous a à déjà fait. invité dans le studio On a déjà participé pour le patrimoine de Strasbourg. Oui, mais on vous a fait venir aussi dans le studio pour. Oui, on a déjà fait, tout à fait. Bon, ça c'est un programme à part. Voilà, mais cette fois-ci, on va refaire cette Stub de contes pour la nuit du musée, le 18 mai. D'accord. Bon, je crois que le moment est venu d'une petite pause musicale. Alors, je vais vous proposer d'écouter une chanson, un hymne, un truc qu'on pourrait peut-être poser comme hymne pour le Babelstube. Une chanson qui a déjà fait le tour du monde, qui a été systématiquement interdite aux USA à chaque fois que ce pays était officiellement en guerre. C'est What a Wonderful World de Louis Armstrong. De Bonjour, vous êtes Strasbourg et encore d'ailleurs, sur De les Strasbourg résidents et d'ailleurs. étrangers ont la parole. De Strasbourg et d'ailleurs, actualité, culture, société, sur RBS 91.9. Bonjour, vous êtes encore sur De Strasbourg et d'ailleurs, l'émission du Conseil des résidents étrangers et des résidentes étrangères. Nous sommes sur RBS 91.9. Nous parlons aujourd'hui du Babelstube, une exposition qui sera inaugurée le 9 mai au musée alsacien de Strasbourg. Nous sommes en studio avec nos invités, Madame Potécher, conservatrice au musée alsacien, Francesca et Jie, exposant, et Jie, un participant régulier à notre émission. Qu'est-ce qui vous a motivé pour monter et pour participer à cette exposition ? Oui, en fait, comme je dis, c'est toujours un plaisir de participer des activités dans ma deuxième ville, parce que je viens de Chine, à Shanghai. Je suis venu en 2004, donc ça fait déjà 14 ans, 15 ans, j'habite à Strasbourg. Donc je suis très content et senti même privilégié de participer à ce genre de programme, surtout avec le musée de Strasbourg. J'ai déjà fait des choses pour le musée l'art moderne contemporain, et cette fois-ci c'est pour le musée alsacien, et j'ai envie de continuer avec d'autres musées s'ils sont d'autres programmes. Voilà, moi ce que je dis, parce que en tant qu'un Chinois qui vit à Strasbourg, je trouve que c'est une très bonne occasion de participer à ce genre d'activité pour montrer, pour promouvoir notre culture chinoise. En même temps, moi aussi j'apprends la culture alsacienne par l'activité. Voilà, donc comme je dis, j'ai visité plusieurs fois à l'avance à le musée alsacien pour connaître les objets. À l'époque, je connais pas non plus. Et on a aussi fait plusieurs fois une visite. Madame Marie Potécha nous a fait la visite guidée. Moi, j'ai aussi appris certains costumes, certains objets, comment utiliser ça, quand on va mettre ça.
Voilà, à l'époque, je connais pas. Et maintenant, par ce programme, je le connais. Donc, du coup, pour moi, c'est super intéressant. En même temps, apprendre la culture locale. À l'autre côté, je peux faire apprendre notre culture aux visiteurs. C'est ça qui m'a motivé de participer à ce programme. Et moi, c'est toujours, je suis très touchée pour des projets sur l'intégration parce que je trouve que c'est très riche savoir qu'une personne est différente complètement de moi, qu'il a des manières de faire qui sont pas pareilles, mais c'est aussi important mettre une similitude dans les choses. Alors du coup, quand on a pu marcher sur les musées alsaciens et connaître les vrais objets, toujours on s'est dit mais dans mon pays, en Italie, il y a une chose qui ça ressemble. Et une autre exposant qui se représente aussi au musée alsacien, il disait mais chez moi au Mexique il y a un objet qui c'est une liaison très proche de l'Alsace, ou une liaison très proche de la Chine ou de l'Italie ou de l'Espagne. Et alors c'est ça qui m'a vraiment mis en évidence et m'a mis, on peut dire, et m'a donné l'envie de participer à ce projet pour que je puisse vraiment dire qu'on est une personne dans le monde entier. On n'est pas seul, c'est comme si on est une grande communauté et qu'on peut toujours se dire des choses, toujours partager, toujours avoir en communion avec les autres notre manière de vivre. Pendant que passe Louis Armstrong, Aïcha me disait aussi qu'il y avait un point commun entre l'Alsace et je sais plus quelle région. Et la Côte d'Ivoire. Non, mais c'était pour la langue en fait, parce que tu as commencé en disant Oma et Opa, des termes que j'ai retenus parce que moi ma mère est originaire de la Côte d'Ivoire, notamment une ethnie, un groupe d'ethnies qui est le groupe Krou, et elle parle le BT. Et en BT, on dit effectivement Oman et Opa pour dire maman et papa. Je trouve ça dingue. C'est tellement loin en plus les deux, donc voilà. Petite histoire. Mais effectivement, il y a des signes. Alsacien en Afrique. Voilà, mais je crois effectivement, il y a beaucoup de similitudes, souvent où on ne les attend pas, et certaines cultures qui, comme ça, de prime abord, nous semblent extrêmement éloignées. Eh bien, on se rend compte, qu'il y a quelquefois des rapprochements, certains qu'on arrive à expliquer et d'autres, on ne sait pas. Voilà. On peut donner aussi l'exemple de la choucroute qui est le plat alsacien par tradition, mais qui nous est importé directement de Chine. Ouais, souvent aux pâtes, ouais. En fait, moi j'ai aussi appris ça. Le choucroute, on dirait, c'est un plat alsacien. Hein. C'est de choux, avec le lardon de porc. Mais en fait, le chou, ça vient de Chine. Et ce que j'ai appris, pourquoi il y a de choux, en fait, le chou, dans le choucroute, c'est le chou fumé, non? C'est du chou un peu acide, fermenté, voilà. Mais pourquoi? Mais parce qu'à l'époque, il y a des Européens, ils sont allés jusqu'en Chine. Ils ont vu, le Chinois, ils plantaient des choux. Et les Chinois on sait comment préserver le chou plus longtemps possible. Donc on les fermentait avec de sel, avec de certaines procédures, et c'est vrai, ça garde le chou plus longtemps. Donc du coup, les Européens, ils ont appris, je sais pas, peut-être c'est un Italien ou je sais pas qui, et donc il est revenu en Europe, il a montré cette méthode, mais surtout à Alsace, ils ont adopté cette méthode, et donc du coup, ça continue, et maintenant c'est le plat. Ils ont plus qu'adopté. Il y a eu un coup de foudre, je pense. Voilà. Donc il faut pas dire c'est les Chinois qui copiaient, mais cette fois-ci, c'est l'Alsacien qui a copié les Chinois. Quelles sont les choses auxquelles il faut faire attention? Excusez-moi. Bah oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Quelles sont les choses auxquelles il faut faire attention pour que l'exposition soit réussie, selon vous? Alors, est-ce que la question porte sur une exposition de manière générale ou cette exposition en particulier? Parce que je pense qu'elle est assez atypique par rapport à d'autres expositions qu'on a pu monter au Musée alsacien ou ailleurs. De cette exposition, oui. Voilà. Parce que, voilà, je pense que là, pour nous, en tout cas du côté du Musée alsacien, pour nous, l'enjeu majeur, c'était de véritablement rester à l'écoute des participants, de pouvoir faire en sorte que ce soit vraiment leurs propos, leurs paroles, leurs regards qui ressortent,
tout en essayant quand même de rendre ça sensible dans une exposition. Voilà, donc il fallait, je pense, et j'espère G et Francesca le diront, et j'espère qu'ils ne nous ont pas trouvé trop dirigistes par moment, parce que c'est vrai que, une exposition, il y a régulièrement des échéances, ça se travaille très en amont habituellement. D'habitude, il y a un travail scientifique, des recherches qui se font. Alors là, c'était un petit peu différent, puisque comme je disais, le parti de l'exposition était différent, mais après, dès qu'on va rentrer dans une opération vraiment en phase ce qu'on appelle opérationnelle, c'est-à-dire qu'il faut qu'on arrête définitivement la liste des objets souvent assez tôt parce que les scénographes ont besoin du nombre précis des objets, des photos, des dimensions, tout ça pour commencer à travailler. Donc voilà, donc pour nous l'enjeu majeur, en tout cas pour l'équipe du musée alsacien, c'était vraiment de rester à l'écoute et de rester ouvert à des propositions qui pouvaient arriver quelquefois peut-être presque un petit peu tardivement par rapport à une exposition traditionnelle où souvent un an avant on a la liste des objets et ça ne bouge plus. Là c'est vrai que ça a bougé encore jusqu'à il y a 4 mois je crois, pour les 3-4 mois pour les tout derniers, et en même temps voilà, il fallait, d'un autre côté, nous on avait les scénographes, les graphistes qui nous disaient mais non maintenant il nous faut la liste. Voilà, quand on a demandé des prêts à d'autres musées, quelquefois on nous disait mais vous arrivez un petit peu tard, normalement voilà. Donc pour nous c'était, je pense, le plus important et l'enjeu majeur, parce que si on s'était pas autorisé à aller peut-être un petit peu plus loin en termes de délai, en termes de mode opératoire par rapport, pour ce projet, pour cette exposition, et que je pense qu'on aurait eu quelque chose peut-être d'un peu artificiel, un peu rigide, et qui n'aurait, je pense, pas de la même façon, en tout cas, porté la parole et le regard des participants de cette exposition, et qui sont, pour moi, plus que des participants, ce sont eux les commissaires de l'exposition, véritablement. Comment et en quoi ce travail vous a enrichi ? Comment ça vous a enrichi ? Est-ce que ça vous a enrichi déjà, pour commencer ? Ouais, c'est la première question. Comment ça nous enrichit ? En fait, surtout, moi je vous dis, c'est toutes ces préparations qu'on a fait pour cette exposition. D'abord, on a aussi visité nous-mêmes plusieurs fois à le musée, donc ça nous enrichit beaucoup de connaître et comprendre tous ces de choses exposées dans le musée alsacien. Ça nous enrichit beaucoup parce qu'il y a beaucoup, comme je dis, il y a beaucoup de choses à l'époque j'ai déjà entendu, mais j'ai jamais vu, et je sais même pas comment ça se fabrique, c'est quoi l'utilité. Et avec toutes ces préparations, avec toutes ces visites, on a appris nous-mêmes. Donc c'est super enrichissant. Et après, ce que c'est enrichissant, c'est on a croisé tellement de personnes comme nous, comme ambassadeurs de couture. On se discutait aussi parmi nous, entre nous. On échange aussi déjà avant cette exposition, on a déjà fait plusieurs échanges parmi nous-mêmes. Donc voilà, c'est vraiment enrichissant ce côté-là aussi. Ça veut dire c'est de rencontres personnelles avec d'autres personnes, avec d'autres participants. Voilà, donc moi je dirais ces deux côtés, c'est très très enrichissant. Et Francesca. Oui, moi c'est ça. Hein. C'est vrai qu'on est dans une monde qu'on n'a pas trop envie de parler avec la personne qui est différente de nous. On se rend compte que c'est tellement facile. Ça suffit juste d'aller un peu au-delà de notre vision normale, et de s'approcher, de poser des petites questions. Est-ce que la fête, je sais pas, la fête de la fête des travailleurs, de le 1er mai, en disant ça, déjà, comme exemple. Est-ce que c'est pareil en Italie, en Espagne? C'est ça. C'était toutes des questions très simples, mais qui nous ont vraiment ouvert un monde différent. Et c'est très bien, c'est très beau. Voilà. Et pour nous aussi, au musée alsacien, ça nous a beaucoup enrichi. Déjà, on a appris plein de choses. Voilà, on a découvert des gens formidables. Ouais. Et nous, ça nous a vraiment donné envie d'aller plus loin. Et à titre personnel, puisque je suis arrivée récemment à la tête du musée alsacien, ça m'a véritablement convaincue dans
dans la possibilité que ce musée ne soit pas un conservatoire d'une identité fermée, mais qu'au contraire, ce soit un musée qui, en invitant à découvrir la culture alsacienne, mais dans sa diversité, dans les cultures alsaciennes, et encore une fois, dans ce renouvellement des cultures alsaciennes, voilà, véritablement un outil de tolérance, d'ouverture et de curiosité à l'autre. Oui. Et puis moi, je voulais aussi dire, pour la garantie de réussite de cette exposition, de ce programme, moi je dis, ça joue aussi de beaucoup de nous, comme tous ces ambassadeurs couture, de participants. On devrait activement présenter ce qu'on a préparé aux visiteurs. Comme ça, on va lui expliquer c'est quoi cet objet, c'est quoi la différence, la similarité. Je pense que comme ça peut attirer plus de visiteurs. On va pas faire de juste exposé muet. En fait, c'est de exposition vivant. Voilà. Je pense que ça pour garantir plus de réussite de cette exposition. Surtout, on est moitié réussi parce qu'on a fait beaucoup de préparation depuis l'année dernière, Madame Marie Protécha. Tout ça, c'est de travail. Et surtout, tous ces participants comme moi et Francesca et d'autres personnes ont travaillé la journée et on fait aussi de préparation la nuit le soir pour ce programme. Donc, on a envie que notre préparation soit mérité. Je dis, ce que ça nous fait plaisir, c'est les visiteurs qui vont venir à le musée alsacien pour visiter ce qu'on a préparé, ce qu'on va présenter. Je pense que ça va nous faire un grand plaisir. Ouais. On se demandait quel est le rôle d'un metteur en scène pour la préparation d'une exposition. Alors, en fait, traditionnellement, dans les musées, on ne parle pas véritablement de metteur en scène. Il y a les commissaires, les commissaires d'exposition. Donc, ce sont plutôt les personnes qui vont définir le sujet, qui vont faire les recherches, qui vont dire qui vont faire le choix des objets. Et puis, il y a les scénographes, les graphistes, qui eux, dont le métier est de mettre en espace l'exposition, ces objets, le discours, et de le rendre clair, lisible pour le visiteur. Et une exposition, ça résulte du dialogue entre ces personnes-là. Alors, voilà, j'ai parlé des commissaires. Pour l'exposition Babelstube, les commissaires, ce sont les membres du Conseil du résident étranger de Strasbourg. Et je suis un peu vite parce qu'il y a aussi encore d'autres personnes qui ont participé à cette exposition, qui se sont ajoutées à ce groupe, et on en est très heureux. Et donc ce dialogue avec les scénographes, avec les graphistes, le choix qui j'ai oublié la question. C'était le rôle, en fait. Le rôle, voilà. Donc, Donc, les deux, en fait, c'est vraiment de trouver un terrain d'entente. Et nous, au musée alsacien, en fait, on était entre les deux. On disait, bah oui, tiens, tel objet, ça marchera bien. On va le présenter comme ça. Et donc, il y a aussi, et vous verrez dans l'exposition, il y a un choix scénographique qui est assez fort, puisque on a voulu que ce soit aussi une exposition comme sur la diversité culturelle, sur l'enrichissement culturel. Donc c'est une exposition gay. Donc on a un choix scénographique et graphique très fort. Les visiteurs pourront le voir, avec des tours de Babel un petit peu partout dans le musée. Et tout ça, en fait, tout ça est le rôle, donc c'est vraiment d'arriver à le rendre sensible pour le visiteur sans pour autant le lasser. Il faut pas que qu'il y ait trop de choses ou qu'il le sature, ou qu'à l'inverse cette confrontation n'ait pas de sens, parce que chaque fois chaque fois donc on a un terme général qui est l'hospitalité. Après on va avoir un certain nombre de thèmes, on a évoqué la cuisine, les fêtes, les contes, la naissance, qui vont chaque fois être autant de flash, en fait, sur un thème, et où on fait dialoguer tout cela. Et donc notre rôle, le rôle du scénographe, c'est de rendre tout ça bien compréhensible pour le public, et qu'il ait envie de regarder ces objets, de les questionner, et et de voir aussi, de lire ou d'écouter, puisqu'il y aura les deux qui seront proposés dans l'exposition, même de voir, on aura aussi de la vidéo. Ces regards qui sont posés sur ces objets entre culture alsacienne traditionnelle, on va dire, et culture d'ailleurs, qui enrichissent la culture alsacienne d'aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pourriez dire à nos auditeurs et auditrices pour donner envie d'aller voir l'expo ?
de ce qu'on peut donner envie. En fait, on est là. Il y a différentes cultures qui vont se présenter dans le musée alsacien. Je dis, c'est pas de. Il aura aussi, je pense, surtout, il aura de gens comme nous, des étrangers, en costume traditionnel, pour accueillir tous ces visiteurs. Parce qu'il y a plusieurs groupes, il y a le groupe accueil, groupe d'autres groupes, mais voilà, vous serez très très chaleureusement accueillis par différentes sortes de cultures. Je peux pas vous dire en détail parce que c'est une petite surprise. Et c'est pourquoi il faut venir pour découvrir ce qu'on a préparé. Et vous verrez, vous serez pas déçus. Hein, c'est super enrichissant et très très varié. Je pense qu'il y a certains gens qui sont déjà visités le musée alsacien. Ils vont peut-être dire ah oui, mais ça c'est souvent c'est peut-être objets traditionnels on connaît. Mais venez, vous verrez parce que ça va tout changer. L'objet alsacien, ça reste le même, mais on va ajouter notre propre valeur, la couture, l'objet. Vous verrez les différentes choses. Voilà, ça c'est ce que je voulais dire aux visiteurs de venir. Oui, moi aussi, pareil. Je dirais, venez voir, venez ce voyage dans le musée alsacien de différentes cultures et verrez, vous prenez, vous pouvez donner votre avis, voilà. Ouais, surtout, n'hésite pas de poser des questions quand le visiteur voyait une ambassadeur comme nous. Il pouvait nous poser des questions avec l'objet qu'on va présenter. Et comme moi je dirais, c'est normal dans le musée, on va pas que regarder. Ce que ça rend le musée vivant, c'est dialoguer. Voilà. Bon. Dans le musée, souvent les gens ils demandaient une visite guidée. Pas un guide, mais cette fois-ci, nous serons le guide pour vous, mais on vous guiderons sous l'objet de notre culture. Voilà, en même temps, on va discuter et ça sera une visite mutuelle. Donc ça, je pense que c'est le premier hein, dans le musée alsacien à Strasbourg, peut-être. J'ai un peu exagéré, mais je pense que c'est vrai. Ouais. Moi, j'ai une dernière question. L'inauguration, c'est le 9. On peut lancer les invitations à tout le monde. C'est à quelle heure, c'est à quel moment Alors, l'exposition sera ouverte au public donc à partir du vendredi 10 à 10h, mais l'inauguration, effectivement, se tiendra jeudi 9 mai à 18h30, au musée alsacien, évidemment. D'accord. Bon, est-ce que vous avez encore des choses à rajouter sur ce point-là? Ouais, mais en fait, comme je dis, hein, on va. Je pense pas pendant tout le programme. On pouvait pas, on sera là pas toute la journée. Ça veut dire, c'est effectivement, on a choisi certaines dates parce que la journée, on a encore notre propre activité, mais on peut garantir avoir des personnes qui pouvaient présenter notre objet, notre couture, surtout pendant le week-end. Et la semaine aussi, non, Marie, il y aura aussi des personnes pendant la semaine qui pouvaient. Alors, il y aura un certain nombre de visites guidées qui seront programmées durant toute la durée de l'exposition jusqu'au 12 août. Et puis, bien entendu, il y aura dans le parcours d'exposition ces témoignages qui seront sensibles. Alors, pas toujours incarnés par les personnes mêmes, hein, voilà, puisque comme le disait Dié, ils sont très investis, mais on n'est pas allé jusqu'à leur demander d'être là présents 6 jours sur 7. De démissionner de leur travail pour. Voilà, de 10h à 18h du 9 mai au 12 août. Ça, ce sera pour la prochaine fois. Mais en tout cas, ces témoignages seront, ils seront sensibles par l'écrit, par le texte, voilà, des dispositifs audio, des vidéos où tout cela, ils seront bien présents, même c'est sous forme de portraits dans toute l'exposition. Donc, s'ils ne sont pas là en chair et en os, ils le seront en images et par leurs témoignages. Merci d'être venu nous parler de cette exposition au micro. Nous allons tout de suite donner la parole à Aïcha. Je crois que tu as une chronique à nous présenter. Ouais, tout à fait. D'accord. Je croyais que tu allais me demander qui veut commencer ou pas. Mais... Non. Oui. Alors, c'est pas vraiment une chronique, c'est plutôt, on va dire une lettre ouverte que j'ai écrite. Ou plutôt, je veux dire un texte, pour pas le qualifier.
C'est un sujet qui est assez tabou et en même temps dont on parle tous les jours. C'est être une femme noire. Entre fantasmes érotiques, clichés, rejets, jugements incessants, discrimination habituelle et racisme à peine voilé, voilà où se situe la femme noire aujourd'hui. D'ailleurs, être une femme noire serait, selon l'adage populaire, une double peine, celle d'être une femme et de surcroît noire. Elle sert à assouvir les besoins d'exotisme de ces mâles au teint rosé, ou de ces couples qui n'ont pas le courage de se séparer et qui veulent se redonner du piquant. La femme noire est soit idolâtrée pour ses atouts naturels, soit détestée pour les mêmes raisons. Le fait est que on l'aime, on la déteste, mais on n'en pense pas rien. Et certains pensent tellement fort que l'on pourrait lire, sans trop de difficulté, sous-titrer leur esprit, assez pervers. Doit-elle être ravie d'être considérée comme une lionne, une tigresse, avec un fort caractère et surtout une plastique de rêve? Je mets tout ça avec 43 guillemets. Permettez-moi de reformuler ma question. Doit-elle se réjouir d'être uniquement considérée comme un cliché et une représentation de Superwoman, avec 180 guillemets, avant d'être un être humain? Avant d'être elle, juste elle, avec une majuscule? Mais qui est-elle? Elle, c'est Marie, elle, c'est Hélène, elle, c'est Sarah, c'est Djenabou, c'est Aïcha, c'est Sophie, c'est Fatou. Elle n'est pas une femme noire. Elle est d'abord Marie, Hélène, Sarah, Djenaba, Aïcha, Sophie ou Fatou. Cher homme blanc, il serait le temps que vous le compreniez et que vous arrêtiez avec ce fameux « moi, mon truc, c'est les blacks ». Permettez-moi de rappeler qu'ici c'est la France et que même en France, et que de la même façon que les personnes blanches ne sont pas appelées white et ne sont pas qualifiées de white, il est absolument incompréhensible et inadmissible que le mot noir ne soit employé et sonne plutôt comme un gros mot, disons-le, pour beaucoup. On a fini avec les cours élémentaires, poursuivons. Puisqu'elle est elle avec une majuscule et non pas toutes les blacks, elle n'est pas obligée d'être forte, tigresse, lionne, sauvage. La femme noire que moi je connais est douce, civilisée, faible comme n'importe qui, vulnérable comme tout un chacun, forte quand il faut l'être, et soumise, du moins c'est le cas pour la femme africaine en général, car c'est la culture dont elle hérite. Alors messieurs, au teint pâle, permettez-moi d'éviter le mot blanc comme on évite le gros mot noir. Messieurs au teint pâle, s'il vous plaît, arrêtez de vous imaginer une Black Panther en train de vous fouetter le derrière dans une combinaison en latex. Nous vous en serions gré. L'éducation qu'elle reçoit lui apprend également à ne pas dévoiler ses problèmes personnels à l'extérieur de son cadre intime. Elle n'est pas plus forte qu'une autre, non. Elle n'est sûrement plus digne et elle apprend à ne pas pleurer sur toutes les épaules qu'elle croise, je vous l'accorde. Peut-être est-ce l'épaisseur de ses lèvres qui en font un sexe symbole avec 431 guillemets. On constate que nombre de femmes au teint plus pâle se font refaire le volume des lèvres. Mais allons, c'est donc vrai? On peut à la fois mépriser une personne et vouloir lui ressembler. Incroyable. La créature caucasienne serait finalement pas une création complète, ne serait pas la plus belle créature de la Terre. Avec 46 points d'interrogation. Être une femme noire, c'est être observé en permanence. Les uns se demandent sûrement de quelle planète vous sortez et semblent n'avoir jamais vu d'espèce, entre guillemets, de votre genre, quand les autres vous donneraient le bon Dieu sans confession, car férus d'exotisme. Les femmes d'une autre race vous jalousent pour toute l'attention que vous suscitez, sans penser une seule seconde que ces fantasmes représentent l'un des seuls avantages, avec 500 guillemets, de la femme noire en France. Et même en ayant fait 10 ans d'études, elle devrait prouver à l'âme charitable ayant accepté de la recruter qu'elle sait additionner 1 plus 1. Et c'est semblable d'un autre sexe. Ah, voilà un sujet intéressant. Voilà donc un sujet intéressant. Chers hommes noirs, malgré ce que certains médias ou quelques sondages sortis de nulle part essayent de nous faire croire, nous savons très bien toute l'affection que vous avez à notre égard. D'ailleurs, nous vous en remercions car très rares sont ceux qui nous apprécient à notre juste valeur. J'insiste sur juste valeur. Alors heureusement que vous êtes là. On peut dire qu'avec vous, c'est tout ou rien. Car lorsque nous ne sommes pas votre style, ce qui est votre droit absolu, vous vous sentez obligé d'en faire part à toute la terre et même au-delà, dans le ciel, et vous sentez obligé de nous dénigrer comme si on n'avait pas assez à faire avec tous ceux à qui on a tout approuvé, c'est-à-dire au monde entier.
Ce n'est pas parce que vous avez eu plusieurs mauvaises expériences avec des personnes de la même carnation que cela vous donne le droit de généraliser des millions de femmes. Rappelez-vous, elle, c'est elle, et non la représentation de millions de femmes. Ça, c'était pour tous les hommes noirs que j'ai croisés en fin de soirée, à mon déplaisir, et qui te balancent, vous les Renois, je vous connais par cœur, vous êtes toutes les mêmes, vous vous la racontez grave, etc. et j'en passe et des meilleurs. Tout ça parce que tu lui as refusé une danse ou un numéro de téléphone. Tout d'un coup, il te connaît par cœur. Heureusement que toutes les communautés ne réfléchissent pas de la même façon. Alors quoi? Pour éviter de me faire insulter et qu'on me ramène à ma condition de femme noire toutes les 30 secondes, il faut que j'accepte tout? Sûrement pas. Ras-le-bol de devoir me justifier en permanence, ras-le-bol d'avoir tout approuvé. Ras-le-bol de devoir faire attention à ne pas m'énerver pour ne pas être ramené au cliché de la femme noire hystérique. Ras-le-bol de devoir faire attention à ne pas avoir trop d'enfants pour ne pas être pointé du doigt comme la femme africaine, la bonne femme africaine qui pond des enfants, bien sûr en ayant une famille monoparentale. Pour toucher les allocations. Ras-le-bol d'avoir l'air de déranger avec mes diplômes, comme si j'étais la seule diplômée du monde. Pourquoi est-ce que la femme noire, instruite, dérange autant? Ras-le-bol d'être scrutée à la loupe. Ras-le-bol d'entendre « De toute façon, vous les noirs, je vous aime pas. Les blanches sont beaucoup mieux. » Tout ça parce que monsieur s'est pris un râteau. La maturité, c'est maintenant. Ras-le-bol de devoir trimer plus que les autres pour mériter ma place. Ras-le-bol d'avoir à mériter ma place. Ras-le-bol de ces regards pervers et sadiques toute la journée de la part de ces messieurs. Attention, pas tous. Ras-le-bol de devoir faire attention à tout ce que je porte pour ne pas choquer parce que la nature a bien voulu me doter de quelques petites courbes. Ras-le-bol d'avoir autant de pression sur mes jeunes épaules. Oh, et mes chères femmes noires, je sais que vous savez de quoi je parle parce qu'on a une sacrée pression sur les épaules. Sur mes jeunes épaules en plus. Ras-le-bol d'être jugée sans arrêt pour absolument tout sauf pour celle que je suis. Ras-le-bol d'avoir tout approuvé. Merde, c'est qu'une couleur. Et nous ne sommes rien d'autre que des êtres humains. Je n'ai pas besoin qu'on m'adule et je n'ai pas besoin non plus qu'on me déteste. J'ai besoin qu'on me foute la paix et qu'on me laisse tout simplement être moi. Alors oui, je suis une femme noire, c'est vrai, mais je suis avant tout moi. Faut-il le rappeler? Bien, merci pour cette chronique. De rien. Et bien de rien. Voilà. Ça Petit fait coup de gueule. Ça instruit toujours d'épouser ça instruit toujours d'épouser le point de vue de quelqu'un d'autre. Voilà. Et je crois que notre émission touche à sa fin. Oui, tout à fait. Même jour, même heure, la semaine prochaine pour De Strasbourg et d'ailleurs sur RBS 91.9. N'oubliez pas de liker notre page Facebook et tout de suite nos amis d'Africa Move.